Bonjour, je m'appelle Johan Condez, je suis directeur éditorial de Forbes Belgique. Nous sommes au centre d'entraînement des Thunder d'Oklahoma City avec AJ Mitchell. Alors AJ Mitchell, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Ouais, donc voilà, AJ Mitchell, je viens de Belgique et c'est ma 2e année ici en NBA. Alors vous êtes né en Belgique, à Anse, en 2002. Alors vous pouvez nous raconter un peu comment tout ça a commencé en fait? Vos parents se sont rencontrés en Belgique? Ouais, donc mon père a grandi en Virginie, ma maman a grandi en Belgique et mon père est venu jouer en Belgique en Division 1 et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Mon père jouait au stand et ma maman a été à un match, ils se sont rencontrés et puis je suis arrivé à ce moment-là. Donc elle aimait bien le basket, elle est allée voir un match par hasard en fait. C'était un peu par hasard, elle avait quelques amis qui aimaient bien le basket, qui étaient aussi dedans. Et donc elle a été à un match et c'est comme ça que ça a commencé. Et elle est tombée amoureuse d'un bon joueur parce que votre papa, donc il a commencé sa carrière aux États-Unis en fait. Hein. Ouais, il a été à l'université à Norfolk State et puis il a joué en CBA qui est maintenant la G-League. Il a joué là quelques années. Il a même été champion de CBA. Ouais. Et puis il a joué un petit peu en France et puis il a joué en Belgique. Alors il s'est présenté à la draft pour la NBA, votre papa aussi? Je suis pas sûr. Je sais qu'il a eu certains contrats avec des équipes NBA et je pense qu'il a fait les camps d'entraînement l'été avec certaines équipes. Mais à part ça, sa carrière était en Belgique. Alors revenons donc à cette rencontre. Donc votre maman rencontre votre papa à Ostende, il est basketteur professionnel et de cette rencontre naît un enfant, même 2, hein, vous avez une sœur je pense? J'ai 2 demi-sœurs et un demi-frère. Ok. Ouais. Vous grandissez où en Belgique? À Anse. J'ai grandi à Anse. Parce que votre maman est liégeoise, c'est ça? Oui. Donc votre papa suit votre maman à Anse, il s'installe là. Donc après avoir joué au Stade, il a aussi joué à Liège. Il a joué dans d'autres clubs, mais il est resté longtemps à Liège. Et puis on a grandi. J'ai grandi à Anse et c'était assez cool. J'ai commencé à jouer à Oui quand lui jouait à Oui. Puis il est parti à Nef, donc j'ai joué à Nef et puis à l'heure. Et c'est là qu'on est resté. Alors vous habitez où à Anse? Comment ça se passe votre enfance? Donc j'ai grandi à l'heure d'abord jusqu'à mes, je pense, 12 ans. Et puis on a déménagé à 5 minutes d'où on habitait. On est à Anse et on habitait en fait juste en face de la salle du BC à l'heure. Donc c'est là où j'ai grandi. Mais c'est là que vous avez commencé? Non, j'ai commencé à Oui. Ah oui. Mais j'ai fait Oui à Nef et puis j'étais à l'heure pendant quelques années. Et puis j'ai joué à Liège et puis je suis parti au centre de formation à Namur. Alors quel genre d'enfant vous êtes? Qu'est-ce qui vous passionne à ce moment-là? C'est directement déjà le basket ou vous avez d'autres centres d'intérêt? C'était directement le basket. Je pense, d'une part, juste aller au match de mon père en étant petit. Et puis je suis tombé amoureux du sport dès le début. J'adorais le foot aussi. J'avais beaucoup de mes amis jouer au foot, donc c'était l'un de mes sports préférés aussi. Et le tennis. Donc c'était ces 3 sports-là en grandissant. Et qu'est-ce qui a fait que le basket l'a emporté finalement sur le foot et le tennis? Je pense que c'était le sport où j'étais le meilleur. Je pense que c'était aussi le sport que j'aimais le plus. Et puis je pense, évidemment, grandissant en Belgique, c'est un peu différent des États-Unis où chaque sport a la même saison. Donc à mes 14 ans, il fallait choisir vraiment un sport sur lequel j'allais me concentrer. J'ai choisi le basket. Ouais, et les États-Unis sont déjà présents dans votre vie en Belgique quelque part? Enfin, votre papa est américain, vous allez souvent aux États-Unis ou alors c'est quelque chose qui est lointain à ce moment-là? Non, on y allait souvent. Chaque été, on essayait d'aller aux États-Unis voir la famille. Évidemment, aller voir mes sœurs. Donc c'était toujours dans un côté de ma tête. Les États-Unis, j'ai toujours voulu aller jouer là-bas à un moment donné. Donc j'y pensais toujours, mais quand j'étais petit, c'était que la Belgique. Alors 14 ans, vous décidez de vous investir dans le basket. Comment ça se passe? Vous jouez à ce moment-là à J'étais à Liège. À Liège à ce moment-là, ouais.
Comment on devient un basketteur professionnel quelque part? Comment ça commence à 14 ans? Est-ce qu'on joue dans un meilleur club? Combien d'entraînements par semaine? Comment tout ça commence en fait? Ça commence, je pense déjà d'une partie le club. Je pense quand je suis parti à Liège, évidemment c'est un club D1, donc il y a cette connexion-là. Et puis c'était un très bon centre de formation à l'époque. Donc pour moi, ça commençait par là. Et puis je pense que l'année d'après, c'était le centre de formation. Et le centre de formation, c'est quoi alors? Donc c'est à Namur, c'est l'un des premiers centres qu'ils ont créé où c'est vraiment une connexion entre l'école et le basket. Donc vous alliez à l'école au cours le matin et basket l'après-midi, c'est ça? Donc on allait en cours comme tout le monde, comme tout élève de toute la journée, mais on avait en moins les heures de sport. Donc quand on avait ces heures de sport, on rentrait au centre de formation et on avait entraînement individuel ou muscu. Et puis on rentre, on a études quand on rentre, et puis on a entraînement, on a muscu. Donc on commence à avoir vraiment un rythme de vie de professionnel, quoi. Et là, vous avez quel âge quand vous intégrez 15 ans. 15 ans, donc c'est quand même très jeune. Là, vous vivez encore chez vos parents ou Donc c'est au centre de formation, c'était en internat. Donc à 15 ans, vous quittez la maison pour intégrer le centre de formation. Ouais. Et ça, c'était pas trop difficile? Si, quand même. C'était un peu dur. Je pense les premières semaines étaient compliquées, surtout pour moi qui... j'adore être à la maison, j'adore avoir la famille autour de moi. J'adore avoir maman, surtout autour de moi à cet âge-là. Ouais, c'est difficile. Donc à 15 ans. C'est sûr que c'était compliqué, mais je pense il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans la même situation que moi. Et je pense que ça a créé une connexion entre nous tous au centre. Et... Vous gardez encore des contacts avec les joueurs avec lesquels vous avez commencé au centre de formation? On est toujours en contact. Et ça fait plaisir de juste voir qu'on est capable de toujours se parler, prendre des nouvelles. Donc c'est cool d'avoir créé ces connexions jeunes et de les avoir aujourd'hui. Donc 15 ans, vous intégrez le centre de formation. C'est quoi l'étape suivante, je dirais? Je pense à ce moment-là, la seule chose à laquelle tu penses, c'est juste t'améliorer et devenir un meilleur joueur. Évidemment, il y a les sélections nationales jeunes à ce moment-là qui commencent aussi. Donc évidemment, tu penses à ça. Mais dans ma tête, c'était vraiment juste... essayer de devenir le meilleur joueur que je puisse être au centre où j'étais et puis continuer à évoluer. Évidemment, je pense que dans ma tête, comme je l'ai dit, il y a toujours eu les États-Unis. Donc... C'est le rêve à ce moment-là, DJ, quand il a 15 ans, 16 ans, c'est quoi le rêve en fait? Je pense qu'à ce moment-là, le rêve, c'est toujours la NBA, même si c'est très lointain, mais je me suis toujours dit à un jeune âge, je me suis dit il faut que je rêve, et j'ai toujours rêvé de la NBA. Donc c'était toujours un rêve, mais il fallait prendre étape par étape. Donc la prochaine étape, c'était la sélection nationale jeune en U16, et c'était ça l'objectif, c'était d'être dans cette sélection-là. Donc c'est un peu gravir la montagne, hein. Donc le sommet, c'est la NBA, et donc c'est étape par étape, c'est comme ça que vous le voyez? Ouais, je l'ai toujours vu comme ça. Je pense que évidemment, j'essaie de pas me poser trop de questions et me dire que la NBA c'est possible, mais il faut que je travaille très dur. Et au final, le plus important, c'est de pas avoir de regrets. Et pour moi, je me mettais jamais de pression, surtout à un jeune âge, à ce moment-là, de me dire il faut que je sois en NBA. C'était plus, c'est mon rêve et je vais travailler pour faire ça. Vous allez tout faire pour y arriver. Et on verra ce qui se passe. Et ça, à ce moment-là, est-ce que vous êtes parfois pris de moments de doute? Un petit peu, de temps en temps. Je pense évidemment à un jeune âge, c'est très facile de se comparer à d'autres joueurs qui sont soit au même âge, soit un an plus vieux. Et je pense que c'est là que tu peux te mettre des doutes en tête, à te dire je suis pas encore à ce niveau-là, je suis pas encore prêt. Donc c'est sûr qu'il y a eu des doutes, mais j'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui m'aident beaucoup et qui m'ont toujours gardé calme, la tête sur les épaules et qui m'ont toujours dit de profiter. C'est qui ces personnes autour de vous? C'est votre papa? C'est votre maman? Les deux. Évidemment, ma maman, il y a une connexion très spéciale avec elle dès le plus jeune âge. Évidemment, mon père était professionnel et jouait, donc il voyageait souvent.
Donc j'étais souvent avec elle. Donc il y a eu cette connexion dès le plus jeune âge, mais ils m'ont toujours supporté dans tout ce que je faisais et ils m'ont jamais forcé à rien faire. Je pense que c'est ça une chose qui m'a aussi aidé, c'est que j'étais vraiment amoureux du basket. C'est pas mon père qui m'a dit tu dois jouer parce que j'ai joué, et ça m'a vraiment aidé à juste profiter en fait. Et il n'y avait pas vraiment de pression. Même quand j'allais au match, évidemment, en tant que jeune, si mon père était au match, je me disais, ok, il faut que je joue bien. Il y avait quand même une petite pression. C'est sûr, ouais. Mais même après le match, si j'avais un mauvais match, il me disait rien, quoi. Parce que pour lui, il voulait que je profite, en fait, et que je me pose pas de questions, et que je me mette pas de pression. Il n'y avait pas une pression au centre de formation aussi, parce que quand on porte le nom de Mitchell en Belgique, Barry Mitchell, c'est un nom en Belgique. Hein. C'est un homme qui a été champion de Belgique avec Ostende, qui a gagné la coupe. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une pression, quelque part, de par le nom, tout simplement? Pas vraiment. En fait, moi, j'ai toujours su, évidemment, que c'était un grand joueur en Belgique, mais comme il me l'a toujours dit, il m'a dit c'est pas mon histoire, c'est ton histoire maintenant. Donc pour moi, à cet âge-là, je me disais juste ok, oui, mon père était un grand joueur, mais ça veut pas dire que je vais être la même chose ou le même joueur. Je vais être AJ Mitchell. Donc c'était ça ma mentalité pendant toutes ces années. Et non, il y avait pas vraiment de pression. Je pense que c'était cool de savoir et de voir le respect que les gens avaient pour mon père. Et pour moi, c'était juste, ok, et cette compétition de me dire, maintenant, je vais être plus fort que mon père, mais il n'y avait jamais vraiment eu de pression. Il y avait quand même cette volonté de se dire, ok, je vais quand même faire mieux. On était fort compétitifs tous les deux, donc je pense à chaque fois que... Vous faisiez des matchs ensemble? Lui jouait encore en Division 3, en R1, et moi, je jouais au centre et à Liège quand j'étais plus jeune. Et il y avait toujours cette compétition de qui aura le meilleur match le week-end. Donc c'était toujours cette compétition et c'était assez cool. Vous faisiez des 1 contre 1 si vous jouiez ensemble? Un petit peu, mais bon, à cette époque-là, il gagnait quand même. Maintenant, quand j'étais revenu en Belgique il y a 2 ans et qu'on a rejoué, c'était une histoire différente. Il n'y avait plus de match. Ok, la carrière, elle commence comment, la carrière professionnelle? Elle commence en Belgique? Ouais, elle commence en Belgique. Elle a commencé quand je suis parti à Nanterre, en France. Donc je suis parti quand j'avais 17 ans. Et je suis parti au début c'était pour une année. Et ça s'est pas passé comme prévu. Évidemment, c'est-à-dire, qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce qui s'est pas passé? C'était juste, d'une part, je pense, la distance. C'est différent d'être à Namur et être à 45 minutes de la maison. C'était maintenant à 3-4 heures de route. Et c'était totalement différent. Je pense que l'école, c'était différent. La façon dont le centre de formation là-bas fonctionnait était un peu différente. Donc pour moi, c'était un choc. C'était un peu plus dur. Et c'était au moment où Covid arrivait. Donc après 6 mois là-bas, j'avais dit à la famille que je voulais vraiment rentrer en Belgique, finir mon cursus scolaire au centre et puis essayer d'être professionnel en Belgique. Et c'est comme ça que ça a commencé. On est rentré vers la période de Noël. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec le Limbourg parce que à ce moment-là, le coach c'était Brian Lynch qui m'avait eu en sélection. Une équipe de Division 1 en Belgique. Division 1 belge, oui. Ouais. Et c'est là que ça a commencé. J'ai eu un entraînement, j'ai pu intégrer l'équipe et j'ai pu jouer avec la Division 1 et la Division 2. Donc c'était une super expérience. Et le départ aux États-Unis, comment ça se passe alors? Ça c'était, donc comme je l'ai dit, toujours dans un coin de ma tête. Mes sœurs ont été à l'université, mon frère et évidemment mon père. Donc pour moi, j'ai toujours eu cette envie d'aller à l'université et d'avoir cette expérience. Mais c'était compliqué de prendre cette décision parce que, évidemment, après une saison professionnelle en Belgique où ça s'est super bien passé et où j'ai l'impression que j'avais vraiment grandi en tant que joueur et en tant que personne au Limbourg. Et donc il fallait commencer à penser, ok, est-ce que je veux juste devenir professionnel ou aller à l'université? Et il y a plusieurs choses qui ont guidé cette décision d'aller à l'université. D'une part, c'était moi qui voulais avoir cette expérience.
Et puis je pense que c'était vraiment important pour ma maman que j'ai un diplôme et que j'ai à l'université. Et pour moi, il n'y avait pas une meilleure opportunité que de le faire aux États-Unis et de pouvoir combiner le basket avec l'école. Et qu'est-ce qui fait que vous choisissez Santa Barbara? Donc à ce moment-là, j'ai pas eu l'opportunité d'aller visiter les écoles qui me recrutaient à ce moment-là. Donc la plupart des visites, c'était sur Zoom. Donc on voyait pas grand-chose. Il y a une chose que j'ai vue de Santa Barbara, c'était la plage. Et ça, c'était difficile de dire non. Mais plus sérieusement, c'était une université qui a commencé à me recruter quand j'avais 16 ans. Donc c'était la première université. Donc il y avait déjà des contacts au préalable. En fait. Donc la première fois que j'ai joué avec l'équipe nationale en U16, il y avait un des assistants à Santa Barbara qui était venu à un tournoi. Et il était venu voir un autre joueur, mais il m'a vu jouer et on est resté en contact. Et pour moi, c'était assez spécial d'avoir une école qui, à 16 ans, à un moment où je ne suis pas encore développé, qui avait déjà vu le talent. Ouais. Donc c'était assez... Ça m'a fait fort plaisir et c'était un peu cette sorte de confiance qu'eux avaient en moi qui, pour moi, je me suis dit, ils vont vraiment pouvoir m'aider à devenir le joueur que je veux devenir. Donc, Et là, on passe vraiment une deuxième étape déjà, puisque vous intégrez Santa Barbara, l'université, et vous jouez en NCAA. Mm-hmm. Ouais, non, c'est sûr que c'était à ce moment-là que je me suis dit, ok, je me rapproche un petit peu de mon rêve, qui est la NBA. Et donc pour moi, c'était cette deuxième étape où il fallait vraiment l'attaquer, quoi, et être prêt à devenir le meilleur joueur possible et voir ce qui allait se passer dans les prochaines années. Bon, donc vous n'avez pas été beaucoup à la plage à Santa Barbara alors? De temps en temps. Quand même. On a eu la chance de profiter. Évidemment, c'est une vie totalement différente d'où j'ai grandi. Tu vas en cours et puis après les cours tu peux aller à la plage. Donc pour moi c'était pas normal, mais c'était une vie incroyable. Alors on est en 2024, qu'est-ce qui fait que vous dites c'est le moment pour essayer d'intégrer la NBA? Comment ça se passe concrètement en fait? Moi, je pense déjà après ma deuxième année à l'université, on a eu la chance d'aller à la March Madness. Et pour moi, c'était la première fois où on jouait vraiment contre une grosse équipe qui était Baylor. C'est quoi la March Madness? Donc c'est le tournoi universitaire à la fin de la saison et c'est où les meilleures équipes sont. Donc là, les recruteurs de la NBA viennent repérer les meilleurs, c'est ça? Ouais. Donc les recruteurs NBA ils viennent un petit peu de temps en temps pendant la saison, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça explose, on va dire. Et franchement, on a joué Baylor, qui était une très bonne équipe à cette époque-là. On a perdu, mais je pense qu'on s'est bien débrouillé. Bien débrouillé. Ouais. Et après ce match, c'est fou, mais les discussions commençaient déjà. Ok, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Et ça, c'est des discussions que vous avez avec qui? Avec ma famille. Avec le coach de l'université. Et à ce moment-là, dans ma tête, il me fallait juste du temps. La saison venait de se finir, donc je voulais prendre le temps de me poser, juste penser à la saison que je viens de faire et penser à ce que je vais faire la saison prochaine. Et dans ma tête, après une semaine, je pense que je suis arrivé à la décision que je voulais faire encore une année à l'université et puis voir s'il y a une possibilité d'aller à la draft. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça s'est bien passé. Donc là, ça c'était en 2023. Donc vous avez encore attendu un an. Ouais. Donc il y avait déjà des propositions, ou en tout cas des appels du pied, mais vous avez préféré encore prendre un an, c'est ça? Ouais, il y avait quelques discussions. Je pense qu'il y avait aussi des discussions sur le fait de pouvoir peut-être transférer et aller à une autre université. Mais dans ma tête, j'ai eu la confiance de l'université quand j'étais jeune et quand je suis arrivé, et je me suis dit, moi je veux rendre cette confiance. Vous êtes loyal, il y a une question de... Donc c'était la meilleure décision que j'ai pu faire. Et donc un an plus tard, alors là vous vous décidez à vous présenter à ce qu'on appelle la draft. Ouais. C'est le moment où les grandes équipes de NBA choisissent des joueurs. Ouais, non, exactement. Donc ça aussi c'est assez spécial parce qu'évidemment c'est là que tu commences à penser aux agents.
parce que chaque joueur qui se présente à la draft et qui va devenir pro, c'est à ce moment-là qu'on choisit un agent. Donc les premières discussions, c'était trouver le bon agent. Donc c'était rencontrer différents agents, passer 2-3 jours avec eux et puis vraiment voir, ok, pour moi c'était vraiment important d'avoir ce contact avec la personne et sentir vraiment qu'il y avait une connexion, et ça s'est fait très rapidement avec mon agent. Et votre agent, il est belge, il est américain? Il est américain. Il est américain, il est à LA. Donc j'ai 2 agents. Ils travaillent dans la même agence, un qui est à LA, un qui est à Toronto. Et ouais, la connexion s'est fait très rapidement. Quand j'étais à l'université, c'était ma sœur qui s'occupait de contacter et de parler avec les agents, parce que pour moi c'était important que je sois concentré sur l'école et le basket. Et une fois qu'on a pris la décision de travailler avec eux, on a travaillé avec eux et on est encore avec eux aujourd'hui, donc c'est cool. Et alors là, le rêve va se réaliser, puisque vous êtes pris par les New York Knicks, hein, l'équipe mythique de New York. Mm-hmm. Mais vous n'allez jamais y jouer, en fait. Non, jamais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé là? Donc, la draft, à cette année-là, c'était en 2 jours. C'était la première fois qu'il la faisait en 2 jours. Donc, le premier tour était le 26 juin et le deuxième tour était le 27. Et c'est assez spécial parce que, évidemment, mes agents étaient en contact avec certaines équipes. Je me suis entraîné pour, je pense, 18 équipes. Donc l'été était très long, mais c'était une super expérience pour moi. Et le premier jour, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. Je peux être choisi top 20, je peux être choisi le lendemain. Donc le premier jour, on a été manger en famille. J'avais certains de mes coéquipiers de l'université, mon coach. Et en fait, on mange et on attend, quoi. On attend de voir qui va nous choisir. Et donc après la première soirée, quand je suis pas choisi, il y a évidemment un petit peu de déception de tout le monde. Il y a le doute qui s'insinue à ce moment-là? Pas pour moi, mais je pense que pour ma famille, pas de doute, mais plus une déception de se dire... Évidemment, moi j'étais déçu parce que je pensais que je méritais d'être dans le premier tour, mais dans un coin de ma tête, je me disais ok, ça va vraiment m'aider à me dire je vais prouver à toutes ces équipes que j'aurais dû être choisi. Mm-hmm. Et le lendemain, on se pose le matin avec mes agents et c'est là qu'on me dit ok, il y a certaines possibilités, mais la plus grosse possibilité c'est Oklahoma City qui pourrait essayer de te choisir s'ils arrivent à prendre un choix de draft. Et donc on est encore en famille le lendemain, c'est début d'après-midi et c'est là que je pense 2 choix avant, mon agent me prend sur le côté et il m'explique ok, Oklahoma City va faire un trade et ils vont prendre ce choix, donc ça sera annoncé comme New York, mais tu vas à Oklahoma City. Mais à ce moment-là j'étais le seul qui le savait, et donc c'était marrant parce que au moment où il l'annonce, ma maman se dit c'est pas possible, on va à New York. Et donc j'ai dû très vite la calmer et lui dire c'est pas New York, on va à Oklahoma. Donc c'était assez marrant, mais c'était une expérience que j'oublierai jamais. C'est le rêve de tout joueur, d'entendre son nom appelé à la draft et de pouvoir juste commencer de vivre ce rêve. Qu'est-ce que vous dites à ce moment précis où on annonce A.J. Mitchell drafté? C'est quoi qu'est-ce qui vous passe dans la tête à ce moment-là? Beaucoup d'émotions, évidemment, juste beaucoup de travail, donc pour moi c'était juste avoir un petit peu de larmes à ce moment-là, et puis se dire que ça y est, on est arrivé où je voulais arriver, mais très vite tu dis ok, maintenant début, ça commence, ouais. C'est que le début, c'est l'entrée en NBA, donc il y a encore beaucoup plus de travail derrière, mais c'est un peu, pas un soulagement, mais ce sentiment de se dire j'ai quand même réussi à être drafté, ce qui est rare. Donc c'était un moment incroyable. À ce moment-là, on est en 2024, il va se passer quelque chose de fou puisque vous intégrez
l'équipe d'Oklahoma City, les Thunder, et les Thunder vont être champions cette année-là. Donc, première année en NBA, et vous êtes champion. Ouais. C'était... Évidemment, je pense... Là, sur le plan émotionnel, on est dans... À ce moment, ouais, c'était une année de fou. Je pense déjà le fait que ce soit ma première année en NBA, avoir ses premières expériences, jouer ses premiers matchs, et puis vivre vraiment cette vie en NBA, et puis avoir la chance de faire partie d'une des meilleures équipes presque tous les temps, quoi. Enfin, c'était une saison incroyable, des coéquipiers avec qui j'ai appris tellement, et vivre ce rêve de remporter un titre NBA, pour moi, il y a rien au-dessus de gagner un titre NBA, donc c'était une expérience de malade. Alors 2025, c'est une année complètement folle, puisque vous venez d'intégrer la NBA, vous êtes champion de NBA en première année, et quelques mois après, on est en juin quand vous êtes champion, en décembre, vous perdez votre papa. C'est une année complètement folle. Ouais, non, c'est sûr que c'était une année compliquée. Il y avait beaucoup d'émotions, évidemment. Première année NBA, champion NBA. Et puis, évidemment, plus tard dans l'année, c'était sûr qu'il y a eu des choses qui sont passées. C'était compliqué. Mais j'essaie de, à chaque fois, retenir que le positif. Et juste me remémorer juste les bons moments passés avec mon père. Je pense le fait qu'il ait pu vivre ce rêve avec moi, c'était déjà quelque chose de très spécial, donc je suis content qu'il vous a vu champion de NBA. Je suis content qu'il ait pu avoir cette expérience-là avec moi, et évidemment, il est toujours avec moi, donc c'est juste, je sais que tout ce que je fais, il le vit aussi. AJ Mitchell, c'est quoi le quotidien d'un joueur de NBA? Moi, évidemment, c'est intense. Je pense les voyages, arriver dans une ville à 3h du matin et puis tu dois jouer le lendemain. Donc c'est sûr que... C'est un peu loin des clichés qu'on imagine, c'est pas la vie dans le luxe. C'est sûr que la vie, c'est le luxe. Évidemment, tu restes dans les plus beaux hôtels. T'as évidemment t'es une célébrité, donc tu vis un rêve. Pour moi, c'est tout ce que j'ai voulu. Donc je suis content de vivre ce rêve, mais c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Évidemment, il faut prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, et puis être prêt à jouer, quoi. Tous les soirs, il faut être prêt. Donc c'est un rythme de vie où il faut vraiment s'y habituer. Ça prend un peu de temps. Et puis il faut vraiment trouver sa propre routine. Chaque joueur est vraiment différent. Chaque joueur travaille de différentes façons. Donc une fois que tu trouves ta routine, c'est vraiment facile. Mais franchement, je trouve que c'est une vie assez simple une fois que tu trouves ta routine. Donc pour moi, c'est le rêve. Tu t'entraînes le matin, tu as beaucoup de temps libre. Donc c'est trouver les bonnes choses à faire dans ce temps libre. Pour moi, c'est passer du temps avec la famille, c'est prendre soin de mon corps, le plus important, et puis essayer de profiter un maximum. J'ai un chien, donc m'occuper de lui, faire des choses comme ça, mais vraiment des choses simples. Je pense que ma vie, évidemment, a fort changé depuis que je suis en NBA, mais mon quotidien, j'essaye que ce soit le même que quand j'étais en Belgique, en fait. Et de pas changer grand-chose, faire la même chose, promener mon chien, passer du temps avec la famille, regarder la TV, rien d'autre. Vous évoquez la famille est présente ici à Oklahoma City pour vous entourer? Ouais, donc ma maman a déménagé en mars l'année passée, donc ça fait maintenant 1 an qu'elle est ici. Et maintenant j'ai mon meilleur ami aussi qui est ici en tant que manager, donc il travaille pour moi, et puis ma copine qui était à Santa Barbara et qui est venue ici en Oklahoma. Ah, donc vous aviez déjà une copine à Santa Barbara? Ouais. Sur la plage? Ouais, je l'ai rencontré ma première année, et puis on a commencé à vraiment parler quand ma 2e année, et c'est là que ça a commencé, et maintenant elle est ici.
Vous évoquiez une chose, la célébrité, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est quelque chose que vous recherchez, ou alors c'est plutôt un inconvénient? Je dirais pas que c'est un inconvénient. Je pense, pour moi, je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici à Oklahoma. Évidemment, j'étais un deuxième tour, choix de draft. Donc je me dis, ok, il n'y a pas grand monde qui me connaît encore. Et c'était, on arrive à l'hôtel et il y a des fans qui sont là et qui t'accueillent et qui te disent, oh, AJ Mitchell, on est vraiment content de t'avoir ici. Et donc ça, c'est là que je me suis rendu compte qu'on a les meilleurs fans en NBA. Enfin, ils connaissent toute l'équipe, même si tu viens d'arriver. Et le respect qu'ils ont pour l'équipe, enfin, c'est incroyable. Et le fait que je puisse, même au jour d'aujourd'hui, aller faire mes courses et pas être dérangé. Et il y aura peut-être 1 ou 2 fans qui vont me demander pour une photo. Et pour moi, enfin, moi, j'adore faire ça. Je vous ai croisé par hasard hier dans un mall. Et vous baladiez tranquillement en famille. Ouais. Bon, vous avez quand même été à un moment donné intercepté par quelques fans, mais c'est pas le rush, quoi. Non, ouais. Et ça, c'est quelque chose c'est toujours qui est dans le agréable. respect. C'est toujours dans le respect. Et à chaque fois, enfin, ils essayent vraiment de montrer qu'ils supportent vraiment l'équipe. Et pour un joueur, ça fait super plaisir. Et évidemment, il y a, après les matchs aussi, beaucoup de personnes qui sont là, qui nous attendent. Et moi, chaque fois que j'ai l'opportunité de signer quelque chose ou prendre une photo avec des fans, je le fais parce que je me rappelle étant jeune, c'était quelque chose que j'adorais, voir des joueurs pros en Belgique et prendre une photo avec eux ou avoir quelque chose de signé. Donc, chaque fois qu'il y a cette opportunité, j'essaye de le faire. Donc, évidemment, il y a cette célébrité, mais tu vis ta vie comme tu la vis avant, quoi. Quelles étaient vos idoles quand vous étiez au centre de formation, quand vous étiez gamin? C'était qui vos joueurs? Leur rêve, c'était qui? C'était LeBron James. Alors ça, c'est incroyable parce que LeBron James, vous jouiez là il y a 2 jours contre lui. Ça fait quoi de jouer contre LeBron James, contre son idole? C'est fou. Évidemment, je me rappelle ma première année et on s'est chauffé. Le voir arriver sur le terrain, ça fait quelque chose. Évidemment, j'essaye de pas le montrer parce que au final, quand on joue, j'essaye de le battre. Mais c'est sûr que ça fait quelque chose parce que c'est des joueurs comme lui, comme Steph Curry, comme Kevin Durant, c'est des gars avec qui je jouais à la PlayStation, quoi. Et maintenant, je dois les tenir ou jouer contre eux. Donc Et maintenant, quand vous jouez à la PlayStation, vous jouez avec AJ Mitchell ou avec LeBron James? Aucun des deux. Aucun des deux. Non, moi, maintenant, c'est que FIFA. Il y a plus de C'est le foot 2K. Mais j'ai quand même joué une fois avec moi, juste pour voir si c'était... Et ça va, vous étiez bon? Franchement, j'étais vraiment bon. J'étais surpris parce que je me dis, si c'est le niveau que j'ai maintenant, c'est pas mal. Donc, mais non, c'est un truc de fou de jouer contre des idoles comme ça, des joueurs qui ont été en NBA depuis des années, qui sont des légendes, en fait. Et tu te dis, c'est un rêve, quoi. Quelle est la trajectoire que vous imaginez pour vous en NBA? C'est quoi votre rêve, hein? Parce qu'on a beaucoup parlé de rêves, vous les réalisez finalement les uns après les autres, vous franchissez des étapes. C'est quoi votre rêve aujourd'hui finalement? De gagner un autre titre. Pour moi, c'est évidemment, personnellement, c'est juste d'évoluer et de grandir en tant que joueur. Pour moi, c'est continuer à évoluer dans mon rôle et avoir une longue carrière. Donc, c'est continuer à travailler, baisser la tête et pas me poser de questions. Et juste continuer à travailler. Mais évidemment, le rêve ultime, et ça change pas, c'est toujours de gagner un titre. Et donc, quand tu gagnes ta première année, tu te dis, OK, il faut le refaire, quoi. Parce que ce sentiment d'avoir gagné, c'est quelque chose qui est vraiment addictif et tu penses qu'à ça. Mais c'est important et c'était important aussi pour moi de comprendre que c'est étape par étape et que là, il faut se concentrer sur le prochain match. Et puis, petit à petit, on arrive à les playoffs et toutes ces choses-là. Mais pour moi, c'est vraiment évoluer et ne pas trop me poser de questions et ne pas me poser de limites
mais aussi ne pas voir trop loin dans le futur et vraiment garder les pieds sur terre et profiter du moment parce que ça passe vite, quoi. Et Jay Mitchell, vous êtes aussi dans une ligue assez incroyable, il y a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est quoi votre salaire ? C'est 3 millions l'année. 3 millions l'année. Ouais. Ce qui est en NBA pas encore un énorme salaire. Non, c'est un petit salaire en NBA. Mais donc ça va se renégocier parce que là vos performances sont très bonnes pour l'instant, donc j'imagine à un moment donné, évidemment. C'est beaucoup d'argent, évidemment. Au moment où j'ai signé ce contrat, pour moi c'était un rêve, c'était 3 millions l'année, c'est un truc énorme, de fou. Donc pour moi j'étais vraiment content, mais évidemment t'en veux toujours plus et donc c'est sûr que oui, évidemment, à un moment donné, on en veut plus, mais là je suis assez content d'où j'en suis. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez avec la Belgique aujourd'hui ? Toujours assez proche. J'essaye chaque été de retourner en Belgique. Évidemment, il y a encore beaucoup de ma famille qui est là-bas. Et puis pour moi la Belgique, ils viennent vous voir, les proches, la famille vient vous voir. Ouais, dès qu'ils peuvent, ils viennent. Moi j'adore avoir des gens à la maison, j'adore avoir la famille, donc quand ils veulent venir, ils viennent quand ils veulent. Les portes sont ouvertes. Ouais. Et donc vous disiez la Belgique, c'est important. C'est là où j'ai grandi et c'est mon pays, donc pour moi c'est cette connexion, peu importe où je vis, pour moi la Belgique c'est toujours la maison. Après la carrière, ce sera où ? Ce sera aux États-Unis, ce sera en Belgique, vous savez déjà ? Vous avez une idée ? Ou ce sera entre les deux ? Je pense que ce sera entre les deux. Je pense évidemment, j'ai aussi créé beaucoup de connexions ici aux États-Unis, notamment à Santa Barbara, mais ici aussi en Oklahoma. Donc je pense que ces trois, il y a la Belgique, Santa Barbara et Oklahoma, ça serait le rêve de pouvoir vivre dans ces trois spots-là. Alors justement, Oklahoma City, c'est une ville assez paisible finalement, c'est une ville de taille humaine, un peu comme Liège en Belgique, sauf qu'il n'y a pas le carré à Oklahoma City. Non, il n'y a pas le carré. Ça, c'est quelque chose qui vous manque à Liège ? Non. Non. J'ai été au carré peut-être 3-4 fois, et franchement, à l'époque où j'étais, c'était assez cool. Évidemment, ça fait plaisir de pouvoir passer du temps avec mes amis et tout ça, et de pouvoir sortir, profiter quand on était à Liège. Mais non, franchement, c'est pas quelque chose qui me manque tant que ça. Alors, quand vous jouez à FIFA, vous jouez avec le standard ? Ouais. D'habitude, je fais une carrière de manager et je suis le coach. Et on essaye de les monter et d'aller jouer en Champions League. Alors, la Belgique, vous allez jouer avec la Belgique ? Ouais, ça a toujours été mon objectif, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu envie de faire. J'ai eu la chance de pouvoir jouer pour la première fois quand je pense que j'avais 16 ans, ou non, 17 ans, 17 ou 18 ans, et c'était une expérience de foot, pouvoir représenter ce pays au plus haut niveau, et je pense qu'il y a un potentiel assez vraiment intéressant en Belgique. On a évidemment Toumani qui est ici aussi en NBA. Oui, c'est le deuxième Belge qui joue en NBA. Vous êtes deux. Ouais, quelle relation vous avez avec Toumani Camara ? C'est un peu, pour moi, c'était un peu le modèle quand j'étais à l'université et que j'ai vu. Évidemment, je l'ai suivi quand il était à l'université. J'ai suivi quand il a été drafté et voir sa première saison quand moi j'étais encore à l'université, ça m'a motivé encore plus de me dire les Belges sont là, et franchement c'est un gars super cool, c'est un gars avec qui j'ai pu échanger quand moi j'étais à l'université et que lui il était déjà en NBA, et puis maintenant on est toujours en contact, et ça fait vraiment plaisir d'avoir un Belge qui a un peu vraiment commencé pour nous, et maintenant je pense qu'il y a un gros potentiel. On a beaucoup de joueurs qui étaient à l'université aux États-Unis, on a beaucoup de joueurs qui sont pros en Belgique ou en Europe, et je pense qu'il y a un gros potentiel en Belgique, donc moi je suis assez excité à l'idée de pouvoir représenter la Belgique.
Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont ce même rêve que vous? Continuer à rêver, parce que c'est important. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis d'y croire jusqu'à la dernière seconde. Et je pense que c'est aussi ne pas trop se mettre de pression. Travailler dur, tout donner pour arriver à son rêve. Mais au final, il faut se dire, je suis content à la fin, peu importe ce qui arrive, que je suis en NBA ou pas, parce que j'ai tout donné et j'ai aucun regret. Et pour moi, c'était le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc, il y a eu la décision d'aller aux États-Unis. Je savais que si j'y allais pas, à l'université, j'allais regretter. Et donc, il fallait le faire. Donc, je pense continuer à rêver et ne pas se mettre de limites. Tout est possible si tu y crois, que tu travailles et que tu profites du moment, tout est possible. Alors aujourd'hui, votre vie, elle est évidemment complètement axée sur le basket, hein, c'est votre profession, c'est votre quotidien. Mais quelles sont vos autres passions dans la vie finalement? Le foot. Vous suivez les championnats? Vous suivez J'essaye de suivre un maximum. Donc évidemment le Standard. Vous êtes un supporter du Standard? Oui, mais j'ai de la famille qui est supporter du RFC Liège. Donc il y a un petit peu de tension dans la famille de temps en temps. Donc j'essaye vraiment de... Évidemment, je suis supporter du Standard, mais j'ai les liens avec la famille du RFC Liège, donc on est un peu avec les deux. Il faut être diplomate. Mais il faut pas trop le dire parce que les Liégeois, ils aiment pas ça. Et puis Liverpool, quand j'ai toujours été un fan de Liverpool, donc c'est les trois équipes, on va dire, que je suis. Ok. Pour terminer, peut-être... Qu'est-ce que vous voulez faire après votre carrière? Comment est-ce que vous voyez parce que c'est compliqué. Ouais, non, c'est sûr. C'est à la fois long et court. C'est long et court. Et c'est l'un des conseils que j'ai eu dès le début quand je suis arrivé, des plus vieux qui m'ont dit « Commence déjà à penser à ce que tu veux faire après. » Et évidemment, il y a encore rien qui est fait. Évidemment, je commence un petit peu à penser. Pour moi... J'ai toujours voulu rendre à ceux qui m'ont tant donné. Donc je pense que, évidemment, la Belgique, d'une part, c'est un pays qui m'a tout donné et qui m'a aidé à grandir. Donc évidemment, ça serait plus axé sur le sport, mais c'est d'une façon ou d'une autre pouvoir aider les jeunes qui essayent d'évoluer, qui veulent devenir des joueurs pros. Je pense pouvoir aider sur ce sujet-là, évidemment. C'est quoi, une académie A.J. Mitchell? C'est rejoindre la fédération? Peut-être, je sais pas encore. Mais ce sera dans le sport. Mais ça serait dans le sport, pouvoir aider les jeunes et juste aider la Belgique en général. Et puis évidemment, avec les connexions que j'ai à Santa Barbara, ça serait aussi être un petit peu... essayer d'aider l'université, je pense... surtout évidemment sur le point de vue du basket, mais ça serait un peu la même chose, quoi. Donc il y a encore rien qui est fait, rien qui est écrit, mais ces deux choses-là sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur, juste parce que j'ai été aidé étant jeune et c'est ce qui m'a permis de vivre le rêve que je vis aujourd'hui. Et si je peux aider d'autres personnes à vivre ce rêve, et ça sera peut-être pas exactement le même rêve, mais vivre cette expérience, j'aimerais bien le faire. Alors cet été, il y a des matchs de qualification, hein, la Belgique doit se qualifier. Il y a notamment un match contre la France et on sait que l'armada française de NBA a déjà déclaré qu'elle serait là. Ça veut dire quoi? Qu'on peut s'attendre à un face-à-face entre Wemby, Gobert et de l'autre côté Camara, Mitchell? Mais pourquoi pas? Évidemment, j'ai pas encore eu de discussion avec Toumani à propos de ce sujet-là, mais on va voir comment ça se passe. Je pense que évidemment à l'instant même le focus est sur la saison qu'on a. On sait, il y a les playoffs qui arrivent. Le calendrier est difficile. En espérant qu'on soit loin dans la saison, on verra ce qui se passe. Mais en temps voulu, on sera avec la Belgique. Donc ça, c'est le risque, en fait, c'est que les playoffs, le calendrier risque d'être difficile pour... Ouais, mais
évidemment, s'il y a cette opportunité de là de jouer, je pense que je vois pas pourquoi je ne serais pas là. Alors, AJ, une dernière question, hein. Vous évoquez les playoffs. Justement, quel est le pronostic pour cette année, pour cette saison-ci? Le back-to-back, je pense évidemment, il y a aucune autre équipe que je veux voir gagner que la nôtre. Donc, je pense que ça va être intense. Donc, un deuxième titre consécutif pour Thunder d'Oklahoma City. Ouais. Et pour AJ Mitchell surtout. Ouais, ça serait le rêve. Évidemment, c'est l'objectif. Donc, on va pas essayer de voir trop loin dans le futur, mais on va tout faire pour aller chercher ce deuxième titre. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. AJ Mitchell, merci de nous avoir reçus ici au centre de formation, d'entraînement d'Oklahoma City. Merci beaucoup. Merci à vous.